Bonjour, mesdames, messieurs, ici Véronique Darvaux. Bienvenue à l'Info. Alors, on surveille dans les prochaines minutes cette conférence de presse des autorités québécoises. Ça doit se faire sur le coup de 13 heures précisément. Conférence de presse donnée par le ministre de la Santé, Christian Dubé. Il sera accompagné pour l'occasion du directeur national de santé publique, Horacio Arruda. Donc, les deux hommes sont à Montréal. C'est une conférence de presse qui se donne dans un contexte particulier. On a appris en matinée et via la santé publique qu'il y avait un cas du variant qui avait été détecté au Québec. C'était une question de temps. Déjà, des cas avaient été détectés en Ontario, en Alberta, également en Colombie-Britannique. Donc, il s'agit d'une personne qui aurait été en contact avec un membre de sa famille qui revenait du Royaume-Uni. Ça se serait passé à la mi-décembre. Le membre de cette famille en question aurait été en contact avec d'autres personnes. Mais bref, il y a des tests qui ont été menés. On a détecté le variant chez seulement une personne. C'est un dossier qui a été piloté par les santé publiques de l'Estrie et de Montréal. Et là-dessus, le ministre Dubé avait indiqué que l'arrivée de ce variant ne changeait rien aux mesures d'isolement. Alors, on voit les hommes, donc les deux hommes, s'installer au micro et prendre la parole dans les prochaines minutes. C'est un bilan aussi pour le Québec de 2381 nouvelles infections, 64 décès supplémentaires. On risque également de parler de vaccination dans les prochaines minutes. C'est un rythme qui peut sembler décevant pour le Québec. On prévoit 1000 personnes jusqu'au 4 janvier. On est rendu à peu près au tiers de cet objectif. C'est un contexte aussi où on a compté bien des rassemblements illégaux durant la période de Noël. Alors, on va laisser la parole aux deux hommes. Sans plus tarder, il me fait plaisir de céder la parole à M. Dubé. Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Dr. Arruda. D'entrée de jeu, je vais vous avouer que j'aurais aimé être ici aujourd'hui avec de meilleures nouvelles. Le nombre de cas se situe toujours autour d'à peu près 2200 cas depuis quelques semaines et même une légère augmentation dans les derniers jours. Je voudrais traiter de 3 points. Premièrement, sur les voyageurs à l'extérieur du Québec. Ce qui me préoccupe aussi beaucoup, ce sont les gens qui ont pris la décision de voyager malgré les recommandations de la santé publique. On veut éviter de reproduire ce qui s'est passé après la semaine de relâche au printemps. Et en fait, pour ne pas rejouer dans le même film, on a demandé au fédéral, qui est responsable de faire appliquer la loi sur la quarantaine, de mettre en place 3 mesures. Je vais être très clair. En premier lieu, ça prend une obligation de se faire tester avant de prendre son avion de retour au Québec, premièrement. Deuxièmement, on a aussi demandé du dépistage dans les aéroports internationaux, on parle de Montréal et Québec, à l'aide de tests rapides pour les voyageurs qui seraient de retour au Québec. Et surtout, j'insiste, surtout une intensification du suivi du respect de la quarantaine, ce qui est une responsabilité du fédéral. On a plusieurs discussions à ce sujet avec nos homologues fédéraux depuis plusieurs jours. Le fédéral nous parle de la mise en application de ces mesures, les 3 mesures pour le début janvier. J'ai indiqué que ce n'était pas assez rapide. C'est une demande répétée lors de nos appels quasi quotidiens que nous avons avec le fédéral. Je le dis, ce n'est pas assez rapide d'attendre la semaine prochaine. Les images qu'on a vues des vacanciers dans le Sud sont choquantes pour tout le monde, surtout pour ceux qui suivent les règles et les travailleurs du réseau de la santé. Bon, maintenant, on ne doit pas perdre de vue ce qui se passe ici. C'est beau parler des voyageurs, mais la transmission communautaire, on le sait, le Dr. Arruda, elle est excessivement importante. Puis le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter. Alors, quelques mots sur la situation dans les hôpitaux. La situation est critique dans certaines régions, notamment dans la grande région de Montréal, comme l'ont démontré les projections de l'INES qui sont sorties jeudi dernier. L'augmentation des cas est 5 fois plus importante dans la grande région de Montréal et qui a plus que doublé depuis 4 semaines. On a à peu près, pour ceux qui suivent ça, des détails de près de 1000 cas aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Alors, les projections indiquent une augmentation importante de l'occupation des lits dans les prochaines semaines. Un dépassement des capacités dédiées, donc dédiées à la COVID, ne peut être exclu, d'autant plus que la moitié des lits désignés sont déjà occupés.
Donc, rappelons que pourquoi on fait ces sacrifices, c'est pour diminuer la pression de nos hôpitaux et pour éviter encore plus de délestage et diminuer la pression sur notre personnel de santé. En dernier lieu, quelques mots sur la vaccination. J'aimerais aussi dire un bref mot sur la vaccination qui se déroule rondement et suit le plan de match que nous avions établi. On est sur le point d'écouler les premières doses de Pfizer, ce qui ferait dans les prochains jours. Donc, on respecte notre plan. C'est donc la preuve que dès que nous recevons la première dose de vaccin, nous l'administrons dans les jours qui suivent. Nous avons cependant la consigne du fabricant de conserver la moitié des vaccins que nous recevons pour administrer la deuxième dose, comme c'est convenu avec Pfizer. C'est ce que nous faisons présentement. Toutefois, comme d'autres juridictions, on se questionne sur cette demande et de conserver la deuxième dose. Puis, on verra dans les prochains jours s'il y a des changements à ce niveau-là. Je veux aussi rappeler, et ça aussi c'est une bonne nouvelle, que nous recevrons les doses du vaccin de Moderna sous peu. Ce qui est important, je pense, pour les Québécois de se rappeler, c'est que nous avons la capacité de vacciner en fonction des doses que nous recevons et nous allons continuer à le faire. En conclusion, j'aimerais dire que la situation, pour moi, elle est très préoccupante. On ne s'en va pas en ce moment dans la bonne direction. Je sais que ce n'est pas ce que les gens veulent se faire dire, mais ce sont les gens qui décèdent chaque jour, malheureusement. Ce sont nos hôpitaux qui s'approchent dangereusement de leur capacité de soins de chaque jour. Vous vous rappelez que j'avais dit que si on continuait comme ça il y a quelques semaines, qu'on allait frapper un mur en janvier, bien malheureusement, on se rapproche de ça en ce moment. La seule façon de ne pas frapper un mur en janvier, c'est de respecter les consignes de santé publique. I'll say a few words in English. Je vais dire quelques mots en anglais. Le nombre de cas a été autour de 2200 cas dans les semaines récentes. Ce qui me préoccupe aussi beaucoup, c'est les gens qui ont pris la décision de voyager malgré les recommandations de ne pas le faire. On veut éviter, répéter ce qui est arrivé après la relâche au printemps. On a demandé au gouvernement de mettre en place 3 mesures. Premièrement, ça prend une obligation d'être testé avant de prendre l'avion pour revenir au Québec. Ensuite, le dépistage, les tests ont été recommandés avec les tests rapides aux aéroports pour les voyageurs qui reviennent au Québec. Et surtout, et en anticipation du suivi, du respect de la quarantaine, qui est une responsabilité du gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral nous parle de l'implémentation de ces mesures au début janvier. Pour nous, ce n'est pas assez rapide. On veut que ces mesures soient mises en place dans les jours à venir. Nous ne devons pas perdre de vue ce qui se passe. La transmission communautaire est importante. Le nombre d'hospitalisations au Québec continue à augmenter. La situation est critique dans certaines régions, particulièrement dans la région de Montréal. Être en surcapacité ne peut pas être éliminé parce que la moitié des lits désignés sont déjà occupés. Je voudrais aussi dire quelques mots sur le vaccin qui va bien et qui suit le plan qu'on a mis en place. On va terminer de donner les premières doses de Pfizer dans les prochains jours. Les Pfizer, on a les instructions du fabricant de garder la moitié du vaccin pour administrer la deuxième dose. C'est ce qu'on fait maintenant. Cependant, comme d'autres provinces et pays, il y a des questions sur cette demande de garder la deuxième dose. Pour conclure, je veux dire que la situation est préoccupante. On ne va pas dans la bonne direction. La seule façon de ne pas frapper un mur en janvier, c'est de suivre les directives de la santé publique. Merci. Alors, nous allons maintenant passer à la période de questions en français. Donc, ce sera un seul représentant par média. Vous pouvez lever votre main via l'application en ligne et nous allons permettre une question et une sous-question par média. Alors, Monsieur Denis Thériault, TVA Nouvelles. La phrase la plus connue dans la pandémie, vous êtes en mode
Muet. Je crois que les techniciens ici tentent d'ouvrir votre micro, Monsieur Thériault. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Oui. Oui, on vous entend bien, M. Thériault. Alors, désolé pour ce petit incident. Alors, je reprends. Monsieur le ministre, vous vous attendez à quoi du fédéral exactement par rapport au suivi? Pouvez-vous expliquer la responsabilité de chacun? Est-ce que, par exemple, un téléphone ou deux à la maison durant les 2 semaines, c'est suffisant? Vous voulez plus encore? C'est un peu qui fait quoi là-dedans, dans le fond? Oui. Bien, en fait, une bonne question. La responsabilité de toute la loi sur ces déplacements-là, particulièrement dans les aéroports, c'est une loi fédérale. Et la première chose qu'on aurait aimé, c'est qu'il n'y ait pas de voyage à l'étranger. On l'avait demandé, puis le fédéral n'est pas allé là. Mais j'aimerais dire, par contre, que nos discussions avec le fédéral, elles sont très bonnes. Ce que je trouve surtout, c'est que ça ne va pas assez vite. Parce qu'il y a quand même un très bon niveau de discussion. Je vais passer les 3 points parce qu'on s'entend sur les 3 points. C'est sur l'échéancier sur lequel on ne s'entend pas. Puis je vais les reprendre les 3 parce que c'est important. La première, pour moi, est très, très importante, puis je salue que le fédéral est d'accord avec ça, c'est de la mettre en place, c'est que les gens se fassent tester à l'aéroport de départ. Les gens sont à Cancun, ils sont, peu importe à la destination, ils vont devoir obtenir un test PCR qui prouve qu'ils sont négatifs avant d'embarquer dans l'avion. Et qu'ils soient en Floride, au Mexique, peu importe, ce qu'on appelle dans les tout inclus, c'est maintenant une exigence qu'on va demander. Alors, ceux qui sont déjà partis vont devoir se confirmer, mais j'avertis aussi ceux qui s'attendaient de partir dans les prochains jours de savoir que cette demande-là va être faite par les gestionnaires de tours ou aux aéroports. Fait que ça, c'est une demande qui est très importante. La deuxième, c'est de tester sur place aux aéroports d'accueil, donc Montréal et Québec. Bon, maintenant, pourquoi qu'on est en discussion avec le fédéral? Encore une fois, c'est leur responsabilité de tester aux aéroports. Et la question est la suivante. On a en ce moment 2300 cas par jour. Puis comme j'ai dit, c'est beau parler des voyageurs, mais il faut penser que notre responsabilité en ce moment, c'est de gérer les 2300 cas par jour qu'on a. Et pour faire ça, bien, ça nous prend des gens qui font du traçage. Alors, la dernière chose qu'on veut faire, c'est de déplacer des gens qui font du traçage puis qui font un travail très important ici au Québec, puis de les envoyer aux aéroports où c'est une juridiction fédérale. Donc, pour être très clair, nous, on a dit c'est une très bonne idée de tester sur place à Montréal, mais ça doit être votre personnel et ça doit être vos tests, parce que des tests, il n'y en a pas de trop. Fait que ça, c'est le deuxième point, et c'est pour ça qu'on négocie très fort en ce moment pour que ça soit en application. Je le répète, on s'entend. Le troisième point, pour moi, il est le plus important. Même si on a testé au départ, même si on a testé à l'arrivée, ce qu'on demande, c'est que le suivi sur les gens qui se sont engagés à quarantaine, qui ont donné leur adresse où ils allaient faire leur quarantaine, c'est que moi, j'ai demandé est-ce que non seulement ça soit des suivis téléphoniques, mais comme ils le font présentement, c'est de s'assurer qu'il y a un suivi sur place, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont se déplacer puis qui vont aller s'assurer que les gens font effectivement la quarantaine sur place. Ça se fait en ce moment sur une base très, très petite, donc l'échantillonnage est très petit et on veut s'entendre avec le fédéral qu'on va augmenter l'échantillonnage pour être sûr que les gens sont chez eux. Donc, on s'entend sur les mesures, vous en comprenez l'importance des 3, mais il s'agit de le faire arriver le plus rapidement possible. Si c'était juste de moi, ça serait à compter de demain matin, mais on est en discussion et on va continuer les discussions au cours des prochaines heures. Et finalement, une question sur ce premier cas de la nouvelle souche contagieuse. Qu'est-ce que ça va entraîner comme mesure, par exemple? Est-ce que vous pensez à un resserrement des mesures selon l'allure que ça va prendre? Est-ce que vous avez un calendrier à tel cas ou à telle cadence? On va devoir serrer la vis? Ça ressemble à quoi? Je vais laisser le docteur Arruda, mais il y a un point que je voudrais faire, c'est qu'on sait les vols qui arrivent du UK. Ça fait qu'on va avoir une méthode spécifique de testage pour les vols qui vont rentrer du UK. Mais pour la nouvelle souche, là, je vais laisser le docteur Arruda. Oui, on a effectivement détecté une nouvelle souche dans une famille dont une des passagères revenait du UK. On connaît maintenant aussi plusieurs pays qui ont démontré certaines mutations. Certaines sont plus significatives que d'autres.
Donc, au cours des prochaines semaines, là, il y a des questions, dès maintenant, des questions qui vont être posées aux gens s'ils ont fait des voyages. Et quand ils auront fait des voyages à l'extérieur, il y aura des tests de dépistage qui vont leur être offerts pour qu'on puisse détecter à partir des tests qu'on a au Québec et aussi d'un test de Génome Québec, là, d'un test de génomique, la nouvelle souche. Actuellement, il n'y a pas d'indice, je tiens à le rappeler, qui démontre que cette souche-là, elle est plus grave que les autres en termes de mortalité et morbidité, mais elle serait plus transmissible. Maintenant, nous allons adresser la parole à Jeanne Corriveau du journal Le Devoir. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Concernant la nouvelle souche, le cas qui a été détecté, est-ce qu'on doit comprendre que la personne qui a transmis le variant de la COVID, n'a pas respecté la quarantaine? Non, au contraire, la personne était en quarantaine. C'est des contacts familiaux, donc dans les faits qui ont été exposés. Donc, c'est pas quelqu'un qui s'est promené, elle a respecté la quarantaine, mais elle a fait sa quarantaine chez elle. Il est possible qu'à ce moment-là, elle a eu des contacts, bien entendu, avec des personnes de sa propre famille, mais elle n'a pas été circulée dans le territoire. Et compte tenu des chiffres qu'il y a, des cas par jour, est-ce qu'on peut s'attendre, est-ce que vous envisagez de prolonger le confinement au-delà du 11 janvier? Bien, on n'est pas rendu là pour le moment parce qu'il faut, pour tous ceux qui sont en pyjama à la maison aujourd'hui puis qui nous regardent, je voudrais les encourager premièrement à respecter déjà les mesures qui sont en place. Là, puis je le dis un peu avec humour parce qu'il y a quand même, je le répète, là, une très, très grande partie de la population qui suit les mesures et qui nous aide à faire ce qu'on est en train de faire. Mais pour répondre à votre question, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a quand même des mesures qui sont assez récentes. Je prends juste celle dans les centres commerciaux. C'est seulement fermé depuis le 25 décembre. On est le 29, là. Alors, donnons-nous une chance un peu. Je sais qu'on a arrêté pour les écoles le 17, mais on l'a dit que c'est une série de mesures qui allait faire une différence. On aurait aimé mieux, Dr Arruda et moi et toute l'équipe, dire qu'on était rendu à 1900 cas aujourd'hui. C'est pas le cas. C'est pas un jeu de mots, là, mais pour répondre rapidement à votre question, il est trop tôt pour voir s'il y a d'autres mesures. Continuons à suivre les mesures sanitaires, puis on va faire comme on fait à tous les jours. On va vous informer, mais pour le moment, il n'y a pas de nouvelles mesures. Maintenant, nous allons passer la parole à Henri Ouellette du journal La Presse et je profite de l'occasion pour réitérer que c'est un représentant par média qui doit lever la main via l'application. Oui, allô, vous m'entendez bien? Très bien. Monsieur Dubé, la question est pour vous. En août dernier, vous insistiez beaucoup sur l'importance de transmettre rapidement les résultats des tests COVID. Or, ce qu'on voit, c'est qu'il y a plusieurs personnes en ce moment qui dénoncent des longs délais dans l'envoi des résultats. C'est encore très variable selon les régions. Donc, ma première question, ce serait est-ce que vous avez un plan précis pour vraiment accélérer la transmission de ces résultats-là rapidement? Puis, tantôt, vous parliez des tests rapides dans les aéroports. À quel point l'implantation de ces tests rapides-là est cruciale dans votre plan, vous diriez? Bon, tout d'abord, sur la question des délais, là, j'ai entendu ce commentaire-là, puis j'étais un petit peu surpris parce que, à moins, puis encore une fois, je questionne toujours le réseau quand j'entends ces commentaires-là. Moi, j'ai pas entendu qu'il y avait des délais importants. Bon, il y a peut-être quelques cas sporadiques qui sont arrivés, mais j'ai demandé, là, juste avant de rentrer en conférence, là, s'il y avait des choses que je n'avais pas entendues en termes de délai. Je n'ai pas entendu rien de majeur, mais si vous reposez la question, c'est sûr que je vais faire un autre suivi parce que maintenant, je pense qu'une de nos forces, c'est justement le dépistage. Rappelez-vous que la semaine dernière, on est monté jusqu'à plus de 40 000 tests dans des journées, ce qui n'était pas possible. Alors, est-ce que dans cette journée-là, il y a pu y avoir un délai de 1 ou 2 journées peut-être, là, mais je ne dirais pas de façon normale. Maintenant, pour votre deuxième question sur les tests rapides. Bon, les tests rapides, pour moi, ça va très bien. De notre côté, vous savez qu'on avait 2 genres de tests, puis je vais y aller rapidement.
On est très à l'aise avec les tests de ID Now qui, après les avoir validés, je vous avais dit qu'à la fin du mois de décembre, on serait capable maintenant de les utiliser dans des endroits très spécifiques. Maintenant, la question avec l'aéroport, je le répète, c'est une responsabilité fédérale. Et nous, ce qu'on ne veut pas prendre, c'est nos tests, puis aller faire un travail pour le fédéral. Alors, le fédéral doit nous arriver avec une solution pour que si c'est la bonne approche pour tester des gens sur place aux aéroports, bien, ça doit être avec du matériel qui vient du fédéral. Excellent, merci. Deuxième question. Tantôt, vous parliez de la vaccination, pour utiliser ou pas les fameuses deuxièmes doses. Il y a une étude de l'Université de Toronto il y a quelques jours qui estimait qu'on devrait vacciner massivement la population avec toutes les doses dont on dispose. Ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des discussions en ce moment que vous avez à ce sujet-là. Pouvez-vous nous en dire plus un peu sur ce que vous comptez faire dans les prochains jours? Est-ce qu'on compte changer un peu la manière ou le plan de vaccination, un peu comme l'Ontario vient de le faire? Est-ce que le Québec prévoit changer son plan de vaccination au sujet de cette deuxième dose? Bon, merci pour la question. Je vais commencer, puis je vais passer au docteur Arruda. Juste pour que les gens comprennent bien, là, puis sans aller dans le technique, on a reçu 55 000 doses jusqu'à maintenant. Hein? De ces 55 000-là, il y en a 27 000 qu'on doit garder, qui est une exigence de Pfizer. On est rendu à 22 000 personnes qu'on a vaccinées. Donc, on n'a pas d'enjeu de timing. Là. Ça va très bien, même que dans 2 jours, on va avoir vacciné le 27 000 qu'on était prévu. J'ai demandé au docteur Arruda, avec certaines autres provinces, comme entre autres ce qu'on entend, là, puis je ne suis pas certain qu'on a toute la bonne information, j'ai demandé au docteur Arruda de voir si d'autres provinces, et si on pouvait continuer à forcer la main un peu à Pfizer pour libérer ces doses-là, puis je vais le laisser commenter là-dessus. On va peut-être vous dire que ça fait dès le début, quand on a reçu qu'on avait des vaccins, qu'on a voulu évaluer la possibilité d'utiliser toutes les doses pour protéger le maximum de personnes comme telles. Énormément de contraintes de nature logistique associées notamment au type de congélation du vaccin, mais aussi des règles que la compagnie ne voulait pas qu'on observe, même à risque de ne pas avoir l'approvisionnement. Mais c'est clair qu'on a une réflexion intense là-dessus. Ça évolue. D'autres provinces aussi ont regardé ça. La question à savoir, c'est qu'on pense probablement que même si on vaccinerait certaines personnes avec un certain délai plus élevé que ce qui est prévu, qu'il n'y aurait pas d'effet sur la protection des individus. Donc, c'est un scénario qu'on étudie bien avant même que d'autres provinces l'aient regardé. Et on va arriver à une recommandation sous peu pour notre ministre qui va être adaptée à la situation épidémiologique qu'on a au Québec, c'est-à-dire une très, très grande circulation. Je tiens à vous dire aussi que le virus ne prend pas de vacances, il est partout actuellement. Et il y a beaucoup de gens qui respectent les consignes, et ça, c'est extraordinaire. Mais une faible proportion de gens qui ne les respectent pas peut faire toute la différence en termes de nombre de cas. Donc, j'insiste là-dessus. Le vaccin, ça va nous aider, ça va nous donner de l'espoir, mais il faut encore tenir le coup. C'est très sérieux. Peut-être j'ajouterais peut-être un point là, suite à votre question. Le fait qu'on a respecté les règles de Pfizer puis qu'on leur a montré qu'on était les plus rapides à vacciner, je pense qu'on n'aura pas d'enjeu avec Pfizer. Un, de leur montrer qu'on a bien suivi leurs règles. Puis deuxièmement, s'ils ont une préférence à nous donner plus de vaccins, bien, ils savent qu'ils ne resteront pas dans les entrepôts. Alors nous, ce qu'on avait demandé à M. Paré, c'est de s'assurer qu'on vaccinait correctement. Pour vous avait dit qu'on avait les ressources pour le faire. Alors ça, je pense que c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on s'attend d'avoir à Pfizer des livraisons au début de janvier, donc le 4 janvier, après ça le 11 janvier. Fait que je pense que l'enjeu des demi-doses, là, on va être capable de jouer avec, puis de vacciner la totalité de ce qu'on va recevoir. Donc, c'est un enjeu d'une semaine ou deux, puis c'est pour ça qu'on a demandé au docteur Arruda de continuer les discussions avec Pfizer pour nous faire une recommandation. Mais à mon avis, c'est une question d'une semaine, pas plus. Puis Daniel Paré, qui est responsable de la vaccination, suit ça de très proche. Puis je vais inciter, M. le ministre, on ne mettra jamais en péril la santé des Québécois en utilisant ce qu'on appelle un calendrier modifié si on n'a pas suffisamment de données là-dessus. Voilà. Merci, Horacio. Maintenant, nous avons une question écrite de Annie Guillemette de Cogeco. Monsieur Dubé, vous avez parlé des voyageurs qui risquent d'aggraver la situation à leur retour au pays. Ce matin, le docteur Poirier de la Santé publique émettait son inquiétude à propos des possibles nouvelles souches que ces vacanciers pourraient faire entrer au pays.
Quelle est votre opinion là-dessus? Bien, écoutez, à part le fait que je pense que je suis comme tous les Québécois, puis mon premier ministre, puis tout le monde de l'équipe ici, choqué des images qu'on a vues dans les derniers jours. J'apprécie le travail des journalistes qui ont fait ce travail-là. Je pense que en termes de sensibilisation de la population, que ces gens-là ne respectent pas les règles, de ne pas être partis, de ne pas être restés ici, puis en plus de faire la fête là-bas, sans respecter les mesures sanitaires. Je pense que tout le monde est choqué, puis notamment les travailleurs de la santé. Maintenant, je pense que la troisième mesure dont j'ai parlé tout à l'heure, pour moi, c'est la plus importante. Parce qu'en dehors des tests, il va falloir s'assurer que ces gens-là, au retour, comprennent très bien, et je le dis très bien, que la quarantaine doit être respectée, sinon il va y avoir des amendes. Il va y avoir des amendes qui sont très salées, je le répète. Les salaires les amendes, selon la loi fédérale de la quarantaine, peuvent varier entre 800 $ et 750 000 $. Alors, j'aimerais le rappeler aux gens que si la quarantaine n'est pas suivie, il y aura des amendes qui vont être appliquées. Maintenant, Alexis Gacon de Radio-Canada. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, vous avez parlé de l'effort de vaccination. On parlait d'un objectif de 57 000 personnes vaccinées au 4 janvier. Est-ce que vous pensez que c'est encore un objectif réaliste ou comment comptez-vous accélérer la cadence d'ici là? Bon. Je vais rappeler ce que j'ai dit, là. On a reçu 57 000 doses, mais Pfizer, le fabricant, nous exige d'en garder la moitié pour pouvoir revacciner une deuxième fois les gens 3 semaines plus tard. Tant que cette exigence-là n'est pas levée par Pfizer, nous allons respecter les règles de Pfizer et c'est pour ça qu'en date d'aujourd'hui, nous avons fait 22 000, on a vacciné 22 000 personnes. Il nous reste un petit peu moins que 5 000 vaccins à faire, ce que nous allons faire dans les 2 prochains jours. Donc, notre objectif d'avoir vacciné la moitié des personnes, c'était pour respecter l'exigence de Pfizer. Si cette exigence-là est levée, c'est ça que je discutais avec le docteur Arruda dans les derniers jours, bien là, à ce moment-là, on pourrait utiliser ces doses de réserve-là. Le fabricant veut s'assurer que s'il y avait des problèmes de livraison, bien, on ne serait pas prêt, on serait capable de bien vacciner la deuxième dose de ces personnes-là. À mon avis, et selon les discussions qu'on a avec le docteur Arruda, cette interdiction-là devrait être levée dans les prochaines semaines, mais on va essayer de le faire le plus rapidement possible. D'accord. Et en sous-question sur la vaccination, on a appris que le propriétaire d'un CHSLD privé s'est fait vacciner déjà. Comment est-ce possible? Est-ce que les vaccins sont réservés aux travailleurs de la santé en contact avec les résidents des CHSLD ou est-ce que les gestionnaires et les propriétaires font aussi partie des groupes prioritaires? Bien, écoutez, là, c'est difficile pour moi de répondre à un cas spécifique comme ça, mais la première chose, rappelez-vous, on a suivi les recommandations du SIC, la Commission sur l'immunisation du Québec, qui disait que c'était soit des travailleurs, des gens dans les CHSLD ou des travailleurs. Est-ce que cette personne-là applique comme un travailleur du CHSLD? Je ne sais pas, Horacio, si vous voulez commenter là-dessus, mais je ne connais pas le cas dont vous parlez. On ne connaît pas l'histoire précise, à moins que le gestionnaire offre des soins à certaines périodes. Ça pourrait être une des raisons pour lesquelles il aurait été vacciné. Là, mais habituellement, les gens qui n'ont pas de contact avec les patients, je veux dire, s'ils sont seulement dans les bureaux administratifs, ne sont pas visés par la première phase. Mais comme je vous le dis, c'est difficile pour moi de documenter là-dessus. Mais si jamais vous pouvez envoyer peut-être à mon attaché de presse l'information, bon, on fera les vérifications nécessaires. Maintenant, Clara Loiseau, Journal de Montréal. Bonjour messieurs, est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, en première question, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on compte faire si un Québécois tombe malade, attrape la COVID et tombe malade à cause de ça au Mexique, par exemple. Est-ce que ce sont ces assurances et que ces assurances ne couvrent pas tous les frais et qu'il est pris donc là-bas pour se faire soigner et qu'il n'a pas l'argent pour payer? Est-ce que le gouvernement va payer la facture? Et qu'est-ce qu'on fait aussi des voyageurs québécois qui ne pourront pas rentrer au pays parce qu'ils auront reçu un test positif dans le pays où ils sont?
Bon, sur la première question, je pense qu'on a bien averti les gens depuis plusieurs semaines que l'essentiel des frais que quelqu'un pourrait encourir à l'étranger s'il était atteint de COVID était à sa charge, parce que les frais il y a une partie des frais qui sont couverts par la RAMQ, mais ils sont minimes. Alors, je pense que les gens, on l'a dit plusieurs fois. Alors, pour répondre à votre question, la RAMQ paye peu et l'essentiel des frais sont à la responsabilité de cette personne-là, qui s'est peut-être pris ou non des assurances personnelles, mais ça, c'est sa responsabilité. Bon, maintenant, c'est pour ça qu'on travaille avec le fédéral pour répondre à votre deuxième question. Est-ce que quelqu'un qui est pris maintenant avec un test qui serait positif, et c'est à lui de s'organiser pour trouver soit une chambre d'hôtel, une autre, pour être capable de se loger pendant le temps où il aura besoin de faire la quarantaine, mais c'est sûr qu'il ne sera pas accepté par le transporteur aérien pour revenir tant qu'il n'a pas passé un autre test négatif. Parfait. Alors, comme deuxième question, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous comptez proposer l'aide des services de police du Québec au fédéral pour faire les vérifications et donc ajouter des ressources qui pourront aller vérifier si les gens respectent bien leur quarantaine? Écoutez, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une responsabilité fédérale de faire les tests comme de faire le suivi dans les résidences. Les discussions que l'on a en ce moment avec le fédéral, c'est d'être capable d'avoir soit les personnes de la GRC ou des personnes qui seraient capables d'aller faire les tests sur place. Je vous rappelle en ce moment qu'à compter de demain, là, sur la liste des vols que nous partageons avec le fédéral, on parle d'à peu près 3000 touristes qui vont rentrer à Montréal et à Québec. Donc, vous pouvez imaginer la tâche que ça va être de suivre ces personnes-là chez eux. Donc, on dit que c'est une responsabilité fédérale. Après ça, on s'entendra si le fédéral n'est pas capable de le faire, mais c'est sûr qu'on va trouver des moyens pour le faire. Mais encore une fois, nos policiers, en ce moment, sont déjà occupés à faire respecter les règles ici. Donc, c'est pour ça que, je le répète, on a une bonne collaboration du fédéral, je le souligne, mais il faut trouver des solutions très pratiques pour commencer le plus rapidement possible. Maintenant, Émilie Pelletier du journal Le Soleil. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'on m'entend? Très bien. Bonjour. Lors de l'un de vos derniers points de presse, tout juste avant le début du temps des fêtes, on parlait que 10 hôpitaux étaient en situation critique. Là, on a beaucoup parlé de la région de Montréal. Pour ce qui est des autres hôpitaux, qu'en est-il de la situation actuelle? Est-ce qu'elle est plus critique qu'anticipée? Qu'en est-il? Bien, je parlais tout à l'heure au docteur O'Patterney, là, qui est la sous-ministre adjointe qui est responsable des hôpitaux, là, juste avant le point de presse. Les hôpitaux sont à peu près au même stade qu'on était il y a une semaine, là. Le chiffre que j'aimerais que vous ayez en tête, c'est qu'après, avec le délestage qui a été fait pour libérer à peu près 1000 chambres COVID, là, pour être exact, c'est 1100, mais à peu près 1100 chambres COVID, on est à un taux d'opération d'à peu près 58 %. Parce que c'est ça l'équilibre qu'il faut garder, c'est que la journée qu'on va augmenter le nombre de chambres, bien, on va être obligé de baisser les opérations que nous faisons. Ce que le docteur O'Patterney m'expliquait encore ce matin, c'est pour ça que je demande aux Québécois de faire un deuxième effort, c'est qu'on veut garder le plus possible d'opérations non COVID. Alors, si en moyenne, on est à 58 % au Québec, bien, c'est sûr qu'à Montréal, on est un petit peu plus bas que ça. Mais la réponse qui est importante, c'est qu'on est encore capable d'opérer des non-patients COVID à raison de 58-60 %, qui est une bonne nouvelle. Mais à chaque fois qu'on va être obligé de monter à 1100, 1200, 1300 chambres COVID, on est obligé de baisser le nombre d'opérations que nous faisons. Et c'est ça que je demande aux Québécois. En tout cas, ceux qui sont ici, là, on s'occupera de la quarantaine des voyageurs dans les prochains jours, mais ceux qui sont ici, de continuer à faire les efforts pour arrêter de l'augmentation des chambres COVID. Alors, en sous-question, dans un tout autre ordre d'idée, on a énormément parlé des voyageurs, c'est ce qui retient notre attention. Mais si on vient chez nous, les services de police, entre autres, dans la région de Québec, ont dit avoir été relativement peu occupés
Qu'est-ce que vous avez pensé de la discipline des Québécois pendant la première partie du temps des fêtes? Est-ce qu'elle a été fidèle à ce à quoi vous vous attendiez? Oui, je vais vous dire, on en a beaucoup parlé. C'est pour ça tout à l'heure que j'ai dit clairement, là, puis là, je cherche une statistique que j'ai dans mes notes, là, mais il y a, les Québécois ont très, très bien répondu. Il y a eu un certain nombre de contraventions qui ont été données, particulièrement, je pense, à Québec, il y en a une 60aine là, de mémoire. Et du côté de Montréal, il y en a moins eu, mais je pense que ce qu'on entendait, là, outre le nombre de contraventions, les policiers nous ont dit que ça a été relativement calme. Alors, sur ce point-là, j'aimerais remercier les Québécois. Puis c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais qu'on n'est pas dans les mesures supplémentaires encore, parce que je pense qu'il faut voir l'effet des dernières mesures, mais ce que j'entends du terrain, c'est que ça a été relativement calme. Puis on apprécie beaucoup ce que les Québécois ont fait là-dessus. En fait, au total, j'ai trouvé le chiffre, excuse-moi Marjorie, là, il y en a eu 197 contraventions au total au Québec, dont 67 à Québec. Donc, c'est relativement mineur dans les circonstances. Si vous me permettez, M. le ministre, parce qu'on remarque quand même que les gens ont tendance à moins se laver les mains qu'au tout début. Puis je veux rappeler ça, la distanciation, c'est la chose numéro 1. Le port du masque adéquatement, parce qu'il y en a beaucoup qui le portent en dessous du nez encore. Et le lavage des mains, c'est à la demeure des mesures qu'il faut se répéter. Et je m'excuse de radoter, mais je trouve ça important parce qu'il faut se le rappeler. Même moi, j'ai senti que récemment, je me lavais moins souvent les mains. On a une fatigue pandémique, mais ça demeure des mesures qui sont très, très importantes, la distance de 2 mètres comme telle. Et vous savez, une petite proportion de Québécois qui ne respectent pas, malheureusement, c'est ça qui entraîne la continuation, la circulation du virus. Soyez pas gênés de le rappeler. Oui, de se le rappeler aux autres. Soyez pas gênés. On arrive au 1er janvier. Il va y avoir des gens qui vont vouloir fêter le jour de l'an dans le respect des mesures sanitaires. Donc, offrez-vous donc à laver la vaisselle. Une bonne façon de se laver les mains. Se laver les mains, tout à fait. Maintenant, pour une dernière intervention en français, Vicky Marquis de la presse canadienne. Bonjour, est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Parfait. Juste pour clarifier, si le gouvernement fédéral n'acceptait pas d'aller aussi loin que vous le voulez, notamment sur l'intensification des mesures pour la quarantaine, est-ce que vous, le gouvernement du Québec, allez compléter avec des ressources? Ben, c'est une bonne question. Vous savez qu'on négocie. Alors moi, je veux pas empiéter sur le fédéral si c'est leur responsabilité. Je vous rappelle qu'on a des très bonnes discussions avec eux, mais je suis impatient. J'ai eu une discussion avec Mme Plante hier soir, la mairesse de Montréal, qui a les mêmes préoccupations que nous. Alors, je prends pour acquis que le fédéral va nous répondre. J'ai envoyé une lettre le 24. J'avais demandé une réponse le 26. J'ai eu une réponse que je vous ai communiquée, là, les 3 niveaux d'intervention. Mais j'ai la même préoccupation. Mme Plante a la même préoccupation. Et si on n'a pas de réponse, on prendra les mesures nécessaires parce que je vous ai dit, on n'attendra pas. Parfait. Et juste pour compléter, sur les vaccins de Moderna, quand vous allez recevoir les doses, on s'attend à avoir vacciné combien de personnes d'ici la fin de l'année, si on prend en compte les vaccins de Moderna? Bien, les vaccins de Moderna, je ne pense pas qu'on peut les prendre, en décembre parce que M. Paré me disait ce matin que c'est une question de jour avant qu'on les recevoir. Ça fait que je pense qu'on va les recevoir là, pour être capable de commencer dans la semaine du 4 janvier. Alors, si tout va bien, Moderna, on commencerait la semaine prochaine. Maintenant, sur Moderna, je pense qu'on s'attend d'en recevoir un petit peu moins de 40 000. Alors, si on reçoit, puis là, j'aime pas ça faire des si, parce qu'habituellement, quand je fais des si, je me trompe, là, mais il faut quand même en faire un. Avec Pfizer, qui rentre à peu près à 30 000 par semaine, toutes les semaines, si ça devient régulier, c'est ça que M. Paré souhaite, plus un Moderna, bien, je peux 32 000 de Moderna,
Mais là, ça commence à faire un bon mois de janvier où on pourrait peut-être avoir vacciné à la fin du mois de janvier peut-être 100 000 personnes. Et plus. Et je le répète, parce qu'on n'est pas limité par le nombre de vaccinateurs qu'on a. On a démontré avec l'influenza qu'on pouvait aller jusqu'à 250 000 par semaine. Alors, on est très fiers de ce qui a été fait par notre équipe de vaccination. J'aimerais ça que les vaccins rentrent plus vite pour qu'on puisse vacciner nos plus vulnérables le plus rapidement possible. Maintenant, nous allons passer aux questions en anglais. Donc, Monsieur David Kaufman, CJAD. Bon après-midi. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Oui. Parfait. Merci beaucoup de prendre ma question. J'ai deux questions pour le ministre Dubé. Nous avons rapporté sur CJAD 800 AM ce matin qu'il y a multiples éclosions de COVID chez les sans-abri à Montréal et que les gens à Royal Vic, ça va devenir une zone rouge COVID pour les sans-abri à Montréal. Ma question, ministre Dubé, c'est à quel point c'est un gros problème chez les sans-abri et qu'est-ce qu'on fait pour remédier à la situation? Réponse. J'ai parlé au docteur Carman, qui est le ministre associé de Santé ce matin sur ce sujet. Ce qu'on fait en ce moment, c'est de nous assurer d'avoir un plancher dédié à une zone rouge pour les itinérants, les sans-abri. Parce que, comme vous savez, on a à la place du puits déjà un endroit pour les sans-abri, les itinérants qui ne sont pas COVID, et on ajoute un deuxième hôtel où ce sera des itinérants, les sans-abri, qui seront, parce qu'il commence à faire froid et on veut les protéger. Alors, on aura un plancher, un étage à l'hôpital qui sera dédié à la zone rouge pour les itinérants. C'est malheureux, mais c'est le meilleur service qu'on peut donner en ce moment. Question, juste pour être clair, vous voulez dire l'ancien Royal Vic ou un autre hôpital? Réponse, on le fera au Montreal General, si je ne me trompe pas. OK. Et ma deuxième question, monsieur, est-ce qu'il y a un plan de contingence si la situation continue à s'empirer au cours de l'hiver ou est-ce que vous avez plus de financement qu'on peut utiliser pour pallier au problème? Réponse, vous voulez dire plus de financement pour les sans-abri? Réponse, oui. C'est une discussion qu'on va avoir avec Mme Plante, parce que la mairesse Plante, parce que c'est une question importante pour elle. On va suivre la situation avec le ministre Carman, mais je pense que ce ne sera pas une question monétaire, mais on doit juste avoir les bons outils et les bons endroits. Ça n'a jamais été une question monétaire et ça ne le sera pas. Alors, maintenant, je rappelle aux médias anglophones qu'il faut lever la main aussi là, via l'application pour poser les questions. Donc, nous allons céder la parole à Kevin Daugherty de iPolitics. Hello, oui, Mr. Bonjour. Ministre Dubé, quand est-ce que vous attendez avoir une réponse du gouvernement fédéral sur vos demandes au niveau des tests pour les gens quand ils quittent et qu'ils reviennent au Québec? Et aussi, réponse, le cabinet, on parlait au cabinet de Mme Ardu ce matin, la ministre de la Santé fédérale, et on va lui parler cet après-midi. OK. Et deuxièmement, les gens, disons que quelqu'un est au Mexique, en Floride, par exemple, et teste positif, ils peuvent aller en quarantaine. Ils peuvent aussi aller à l'hôpital et ça peut coûter beaucoup d'argent, 200 000 $ par semaine pour l'hospitalisation aux États-Unis. Oui. Est-ce que c'est un problème pour vous ou est-ce que c'est le prix à payer ou... Réponse, oui. OK, merci. Nous allons peut-être laisser quelques secondes aux autres médias anglophones. Je rappelle qu'il faut lever la main via l'application. Donc, s'il y en a qui veulent poser des questions, ce serait le moment dès maintenant. Sinon, nous allons mettre un terme à la conférence de presse. Donc, je laisse quelques secondes. OK. Parfait. Alors, nous allons mettre un terme à la conférence de presse. Merci beaucoup à tous d'avoir été présents. Merci tout le monde. À bientôt. Merci beaucoup.
Bon, alors, si vous venez de vous joindre à nous, mesdames, messieurs, sachez que les autorités québécoises viennent de faire le point sur la situation de la COVID-19 à travers la province, mais vous l'avez entendu,